Bonsoir à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Les conseils municipaux d'Annecy et de 5 communes avoisinantes ont voté hier la fusion de leur collectivité, donnant naissance à une nouvelle ville de 122 000 habitants. Ce regroupement effectif en 2017 est le plus important jamais réalisé en France. Objectif notamment, mutualiser les moyens. Nous verrons que le chantier de la centrale hydroélectrique de Romanche-Gavet en Isère progresse plutôt bien. Les galeries ont toutes été creusées en 2015. Certaines font plus de 70 mètres de long et près de 35 mètres de haut. Il s'agit ensuite de construire cette centrale, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages, le tout sous la terre. Et puis de nouvelles cistudes sont arrivées en Savoie. Depuis le début des années 2000, cette petite tortue d'eau douce fait l'objet d'un programme de réintroduction sur les bords du lac du Bourget, dont elle avait complètement disparu depuis le 19e siècle. Ces cistudes ont fait le voyage depuis le Morbihan. Juste après ce journal, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale, dont voici l'un des principaux titres. Autorisée ou interdite, le sort de la manifestation parisienne toujours en suspens. Syndicats et préfectures se sont quittés sur un constat de désaccord. Le gouvernement en appelle une nouvelle fois à la responsabilité de la CGT. Mais d'abord, place à la fête de la musique qui se déroule ce soir. Les artistes connus ou moins connus se produiront sur scène ou tout simplement dans la rue. Direction la Bastille à Grenoble, où l'on pourra écouter notamment Maxence Regnault de la musique brésilienne. Eh oui, bonsoir. Effectivement, nous sommes sur les hauteurs de Grenoble à la Bastille dans une ambiance brésilienne grâce à la compagnie Orfeo. Alors pour le moment, eh bien, c'est un concert de flûte de pan. Alors c'est une petite pause. Il y aura ensuite une chorale d'une 50aine de personnes avant que 2 groupes brésiliens viennent jouer. Ils sont venus spécialement pour la fête de la musique. Alors ces 2 groupes, ce sont Contra Cantos et Contra Bentos. J'espère que Cécile, qui est avec moi pour nous en parler justement, ne m'en voudra pas pour l'accent. Qui sont ces 2 groupes? Et dites-nous. Bonsoir, donc ces 2 groupes viennent de Recife, dans la région du nord-est du Brésil. Nous avons un échange très riche avec Recife depuis de nombreuses années. Et donc ces 2 groupes viennent nous expliquer par leur chant et leur musique la culture nordestine. Justement, dites-nous, qu'est-ce que c'est que cette musique brésilienne? On ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est de la musique cubaine? Est-ce que c'est des percussions? Alors, je ne vous parlerai pas de la musique brésilienne, mais de la musique du Nord-Est, qui est très riche parce qu'il y a de multiples influences, notamment avec une influence africaine très forte. Donc il faut savoir que le Nord-Est est une région très pauvre, très désertique, et vous verrez que tous leurs chants tournent autour de la pauvreté, du désert et de l'appel de la pluie. Et pourquoi les avoir fait venir à la fête de la musique? Alors Orfeo Musique du Monde a des échanges très riches depuis très longtemps avec Recife et notamment avec Flavio Medeiros, le chef de chœur, qui est déjà venu avec plusieurs groupes en France. Et il se trouve qu'ils avaient décidé de venir au mois de juin nous voir à Grenoble. Et donc nous avons décidé de faire une petite fête de la musique à la Bastille. J'ai eu l'occasion déjà 2 fois de voir leur spectacle. Il est magique. Donc s'il vous reste encore quelques minutes avant 20h, montez à la Bastille. Ouais, on va essayer de venir, il faut tous venir à la Bastille. Et puis si vous aimez vraiment la musique brésilienne, donc il y a ici, à la Bastille, jusqu'à 21h30. Il y a également jusqu'à minuit sur la place Agier. Alors là, ça sera de la danse traditionnelle brésilienne, de la capoeira ou sur des percussions brésiliennes. Et puis si vous voulez encore prolonger, eh bien c'est à Paul Mistral, où là, ça sera de la musique électro jusqu'à 1h du matin. Et tout ça, c'est à suivre en live sur le Facebook de France 3 Alpes, sur le site de France 3 Alpes. C'est Boris Courret qui va nous faire vivre ça de l'intérieur. Voilà, un beau programme. Merci beaucoup Maxence et merci à votre invité. La musique qui a aussi résonné hier entre les murs de la maison d'arrêt de Bonneville en Haute-Savoie. Chaque année, elle organise avec la salle Le Brise-Glace à Annecy un concert pour les détenus. Hier, c'est un groupe de rap qui était au programme. Ingrid Pernet-Duparc et Serge Aurette. À l'intérieur, la musique quotidienne ressemble à une symphonie de clés sur des bruits de pas. Dehors, eux, ont leur musique dans la tête. Silk and the 45 Experience. Ce groupe de musiciens découvre le milieu carcéral, ses portes, ses codes, ses signes, son jargon et sa salle de concert. On l'appelle ici la salle polyvalente. C'est un peu la boîte à évasion. Là où on discute, on dessine, on danse parfois. C'est le concert annuel organisé pour la fête de la musique. On peut avoir quelque chose de complètement, une programmation un peu hétérogène à chaque fois pour leur faire découvrir aussi certains aspects musicaux qu'ils n'ont pas l'habitude de découvrir, tout en sachant que voilà, ils sont de toute façon ouverts à tout type de musique, simplement eux ça leur permet d'avoir une belle découverte. Une vingtaine d'hommes et 6 femmes sont autorisés à passer 2 heures de temps ailleurs, loin de la cellule.
Respect you. You coming to share your time and energy with us. It's much appreciated. Love. Très vite, l'ambiance est plus détendue quand Silk laisse la vedette aux artistes détenus. Elle me tue jour après jour, je ne peux qu'attendre son retour, et pour ça je la remercie. Pour moi, on doit vivre le rap, pas juste le chanter. Il faut le ressentir et il faut comprendre plus ou moins les paroles parce que avoir le c'est bien dans la peau, mais quand on comprend les paroles et on voit le fond du problème, c'est ça le plus beau. Ça fait du bien, pouvoir s'évader en chantant un peu, c'est la seule chose qu'on a. Et c'est ce qui compte, pouvoir un peu s'évader d'ici. Je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne savais pas quel environnement ou quelle ambiance j'allais trouver, mais c'était vraiment, vraiment chouette. C'est dommage que tout le monde n'ait pas dansé. C'est un peu spécial. Enfin, voilà, on a peur de se montrer devant l'un, devant l'autre. Voilà, c'est ça. C'est la prison. Parce que tout le monde se voit, tout le monde se regarde. Voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas un peu plus dansé, mais c'était bien. Un tout autre sujet à présent. Le 1er janvier 2017, Annecy passera de 53 000 à 122 000 habitants. La commune haut-savoyarde et ses 5 communes voisines ont dit oui hier soir à un rapprochement historique. Objectif, réaliser des économies et être plus visible au sein de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Xavier Schmitt, Christian Mathieu. La mairie d'Annecy, en apparence inchangée. En réalité, elle est devenue l'épicentre d'une ville dont la population va doubler. Elle va passer de 53 000 à 122 000 habitants. C'est la conséquence la plus évidente de la fusion avec 5 communes voisines. C'est un grand moment d'histoire qui s'écrit avec cette nouvelle commune issue de la fusion de 6 et la décision d'hier historique. On la porte avec beaucoup d'émotion parce que c'est toujours un moment grave que du choix de faire changer l'organisation de nos institutions. La Venise des Alpes réalise l'une des fusions communales les plus importantes de France. Les 6 conseils municipaux ont largement approuvé le projet. Seulement 8 votes contre et 12 abstentions. Et puis un refus de voter. Cet élu militait pour un référendum. Ça change qu'en termes de débat qui se serait mis en place, en termes d'engouement populaire, et puis donc en termes d'objectifs poursuivis, je pense que le projet a été beaucoup plus abouti et plus en adéquation avec les attentes des habitants. Là, on est quand même un petit peu dans une mesure technocratique. Le rapprochement découle des réformes territoriales. L'objectif est politique et économique. Il faut faire le poids dans la nouvelle grande région, mais aussi dans la future agglomération d'Annecy. Elle devrait compter 43 communes au lieu de 12. Si on reste seul, on sera contraint d'affaiblir, de réduire le niveau de service public. Et ça, on ne le veut pas. Et ça fait aussi notre caractéristique d'élu de gauche, c'est qu'on tient à un bon niveau de service public, parce qu'il est extrêmement important pour donner du sens collectif dans la ville. La commune nouvelle naîtra officiellement le 1er janvier 2017 et le nouveau maire sera élu le 2 janvier. Les élus termineront leur mandat, mais leur nombre sera réduit de 202 à 59 en 2020. Et le regroupement, c'est aussi le choix que font de petites communes en milieu rural. C'est le cas en Isère. La commune des Abrais s'est elle aussi unie avec 2 autres communes, donnant naissance à une entité appelée les Abrais en Dauphiné. On a fêté aujourd'hui l'arrivée des nouveaux panneaux. Marie Michelier, Grégory Lespinasse. Elles se sont regroupées il y a quelques mois et l'affichent désormais en toutes lettres. Les Abrais, Fitilieu et la Bâtie d'Ivisin sont devenus le 1er janvier dernier les Abrais en Dauphiné. Une opportunité de regroupement que les 3 maires concernés n'ont pas voulu laisser passer. On sait qu'en 2018-2020, 40% des communes françaises seront en difficulté financière. Il faut trouver des solutions. Ça nous paraissait être le moyen essentiel et primordial pour pouvoir continuer à avancer. Aujourd'hui, on peut se permettre de mutualiser nos services techniques. Fitilieu était une commune de 2000 habitants qui avait bien des moyens et des structures d'une commune de 2000 habitants. Les Abrais en Dauphiné, 4000 habitants, avaient une technicité bien plus importante. Ça nous a permis de pouvoir profiter de tout cela et pour la commune de Fitilieu, c'est tout bénéfice. Plus de moyens, plus d'habitants aussi, près de 5500 maintenant dans cette commune nouvelle. Une dimension qui booste du coup les différentes subventions allouées par l'État. Pendant 3 ans, les Abrais en Dauphiné vont ainsi percevoir l'équivalent de près de 10% de leur budget annuel de fonctionnement.
Ça fait une augmentation globale dans notre dotation d'environ 500 000 €, qui pour une commune de 5 000 habitants, c'est énorme. C'est de 500 000 € qu'on va pouvoir directement investir dans des réalisations pour la commune nouvelle. Ce regroupement, assurent les édiles, c'est également une façon de maintenir les services publics sans augmenter les impôts. De nouveaux panneaux donc pour écrire une nouvelle histoire qui commence déjà par une anecdote. À la bâtie d'Ivisin, les anciens panneaux ont très tôt attisé les convoitises de collectionneurs et disparus du paysage. Dans les prochains jours, la commune devrait, comme les autres, arborer son tout jeune rapprochement en lettres majuscules. Êtes-vous pour ou contre l'accueil de réfugiés dans votre commune? C'est la question posée aux habitants du village de Sainte-Agnès en Isère. Une consultation citoyenne est en cours. Des réfugiés avaient déjà été accueillis dans la commune en début d'année. Reportage Fabrice Légard, Gilles Ragri. La question posée est simple, êtes-vous favorable à l'accueil de réfugiés sur la commune de Sainte-Agnès? Réponse, oui ou non. Dans la mesure où la préfecture nous a demandé si on était prêt à accueillir cette fois des réfugiés, il nous a semblé légitime de demander l'avis de la population. On vous mentirait si l'on vous disait que depuis hier, c'est le grand rush en mairie de Sainte-Agnès, 560 habitants. Mais ce qui est certain, c'est que la consultation ne laisse personne indifférent, à commencer par quelques-uns des 50 premiers votants. Pour une fois qu'on nous demande notre avis sur une décision qui va être prise par le conseil municipal, je pensais que c'est important de participer. Ça me désole qu'on soit obligé de la poser, cette question. Pourquoi? Pour moi, c'est évident, quand les gens qui sont dans la détresse, il faut les aider. Avant d'être un devoir citoyen, c'est un devoir humain de venir dire que chaque petite commune, même toute petite, peut accueillir des gens. Vous pensez que globalement, Sainte-Agnès est plutôt favorable à l'accueil de réfugiés ou pas? Il n'y a que 40 ans que je suis ici, donc les gens qui ont des racines plus profondes que moi, peut-être ont d'autres opinions. Des opinions de moins de 40 ans, il y en a aussi à Sainte-Agnès. Des opinions de plus de 6 mois aussi. Celles qui se sont forgées par exemple avec l'arrivée dans cette maison en décembre dernier d'un couple de réfugiés macédoniens et de leurs enfants. Ça a créé du lien social dans le village et je crois qu'on est tous très contents et très fiers d'avoir permis à une famille avec 4 enfants en bas âge de sortir des ponts de Grenoble, là où elle dormait auparavant en plein hiver, et d'avoir pu bénéficier de la tranquillité de Sainte-Agnès pendant quelques mois. Une première expérience d'accueil qui s'est achevée en mars dernier et dont on verra la traduction dans les urnes lors du dépouillement vendredi après-midi. Le chantier EDF situé dans la vallée de la Romanche en Isère est le plus grand chantier de construction d'aménagement hydroélectrique en cours en France. Il s'agit de créer une énorme centrale encastrée dans la montagne. Un chantier immense donc dont les travaux ont déjà bien avancé. Joël Serroni, Didier Albrand. Dans quelques années, elles auront disparu du paysage. Ces quelques centrales construites au début du siècle dernier qui ont fait la richesse de la vallée de la Romanche. Car depuis 4 ans, EDF a engagé un chantier monumental qui tournera bientôt une page dans l'histoire de la houille blanche. 6 barrages, 6 usines, remplacées par un seul barrage à Livet et une usine à Gavet, reliées entre les deux par une galerie qui fait environ 10 km. Le gain sur le productif, c'est 30%. Donc aujourd'hui, on va augmenter la production de l'ensemble de ce tronçon de rivière, ces 10 km de Romanche, d'environ 150 000 gigawatts. Ça va représenter la consommation d'une ville d'environ 230 000 habitants. Soit 1% du parc EDF. Et pourtant, ce barrage construit en amont n'a rien d'impressionnant. C'est quelques kilomètres plus bas, au cœur de la montagne, que se niche le secret de ses performances. Un chantier ouvert sur plusieurs fronts où 2 tunneliers creusent la galerie qui reliera le barrage à l'usine installée dans cette caverne. Nous avons fini tous les creusements au cours de l'année 2015 et nous sommes entrés depuis 6-8 mois dans une phase où on construit la centrale à l'intérieur des cavernes. Une véritable cathédrale souterraine, 74 mètres de long, 16 mètres de profondeur et 35 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. Aujourd'hui, c'est une phase assez spectaculaire où on voit beaucoup de choses, mais quand on aura terminé notre immeuble de 5 étages, on verra beaucoup moins l'effet de volume de la caverne, puisqu'on aura rempli l'ensemble. Dans cette caverne-usine, l'eau sera turbinée, puis elle retournera vers son milieu naturel, par cette galerie d'évacuation. Elle sera complètement en eau pendant que les turbines fonctionnent. Elle sert à restituer l'eau de la Romanche, après lui avoir pris son énergie pour en faire de l'électricité. Mais l'eau de la Romanche devra encore attendre. Les premiers kilowattheures ne seront produits qu'en 2020, si tout se passe bien.
Toujours en Isère, un autre chantier, celui qui se déroule en ce moment dans la forêt de Saint-Pancrace. Il s'agit de construire un barrage en bois pour freiner l'érosion de la montagne. Ce matériau est de plus en plus utilisé dans les ouvrages forestiers. Un chantier rendu toutefois délicat par les conditions météo de ces dernières semaines. Jean-Christophe Solari avec Grégory Lespinasse. La dent de Crolles est dans les nuages, mais pour une fois, il ne pleut pas. Il n'y a donc pas de temps à perdre pour les agents de l'Office national des forêts. Il faut décharger ces dizaines de troncs de châtaigniers avant l'héliportage. Le travail est rapide, précis, chacun connaît son rôle. La moindre erreur pourrait être dramatique. On est obligé de rester un petit peu autour quand même pour le guider parce qu'il y a beaucoup d'angles morts. Mais bon, il a l'habitude. Il faut faire attention, pas que les charges tombent, mais c'est surtout essayer de qu'elles aient à peu près toujours le même poids, entre 700 et 800 kg. Autrement, l'hélico, il ne peut pas les porter. Ce bois, naturellement imputrescible, doit servir à la construction d'une retenue identique à celle-ci, réalisée un peu plus bas dans le torrent de la Gorgette. Cet ouvrage récupérera les amas de terre et de roches qui dévalent les pentes du vallon. Avec les hivers doux de ces dernières années, les multiples épisodes de gel et dégel, la roche se désagrège à grande vitesse. Auparavant réalisé en béton, ce type d'ouvrage est depuis peu construit en bois, plus écologique mais plus contraignant. C'est plus rapidement monté en fait, mais le problème c'est qu'il y a vachement plus de choses qui rentrent en compte. Il faut que le bois soit scié à temps, il faut qu'il soit écorcé, il faut qu'on puisse l'apporter sur place, alors que le béton, on se fait approvisionner en panneaux de coffrage et ferraille, et après c'est des bennes de béton qui montent, donc c'est un peu moins embêtant à mettre en place le béton. Mais voilà, après c'est le début aussi pour nous, donc on n'a pas toutes les techniques, mais ça se développe de plus en plus. Et si le ciel se décide enfin à être plus clément, le chantier doit s'achever dans 3 semaines. Le vallon retrouvera alors toute sa sérénité. De nouvelles cistudes sont arrivées en Savoie. Depuis le début des années 2000, cette petite tortue d'eau douce fait l'objet d'un programme de réintroduction sur les bords du lac du Bourget, dont elle avait complètement disparu depuis le 19e siècle. Bernard Portugal, Frédéric Pasquette. Ces petites tortues cistudes sont âgées de 2 à 4 ans. Elles sont nées au sein du parc animalier de Branferré dans le Morbihan. Là-bas, un programme très élaboré a été mis en place pour permettre à cette espèce menacée de se reproduire. Les œufs sont pondus en fait dans des nids. On récupère les œufs qu'on va mettre en incubateur. Et une fois que les petites tortues vont être éclos, eh bien on va donc les élever jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Et à 3-4 ans, effectivement, là, elles peuvent être relâchées dans le milieu naturel. Autrefois très présente dans les marais et les étangs, la cistude avait presque complètement disparu en France, victime notamment de la pêche, de la pollution ou encore du drainage des zones humides. Elle fait donc l'objet depuis près de 20 ans d'un programme de réintroduction dont l'objectif est de rendre à ce petit reptile aquatique sa place au sein de l'écosystème. Dans une chaîne alimentaire et dans un équilibre d'écosystème, un animal qui va être un peu prédateur sur les mollusques, sur les têtards et un peu aussi charognard, donc quelque part éboueur d'eau douce, il a toute sa place dans l'écosystème et c'est vraiment important de le remettre dans la pyramide alimentaire des milieux aquatiques du Rhône et du lac du Bourget. Depuis 2009, près de 120 cistudes ont été réintroduites dans les zones humides qui bordent le lac, un biotope parfaitement adapté à cette tortue qui aime avant tout le calme et les eaux stagnantes. Ici, on a à la fois un milieu aquatique idéal et également des milieux terrestres bien chauds, bien entretenus pour assurer la ponte et l'incubation des œufs dans le sol. Les cistudes relâchées ce matin atteindront leur maturité sexuelle dans une dizaine d'années. Elles pourront alors se reproduire, mais dès 2018, d'autres tortues devraient être réintroduites dans les zones humides du bord du lac du Bourget. Du sport, pour vous dire que le club de foot de Grenoble, le GF38, a un nouvel entraîneur. Il s'agit d'Olivier Guégan, qui était à Reims. Le club dauphinois jouera la saison prochaine en CFA. Et puis place à notre série de la semaine, on va parler des Jeux Olympiques et des sports que l'on ne voit presque que pendant cet événement planétaire. Aujourd'hui, Maxence Regnault nous emmène découvrir l'équitation sous l'œil de Jordan Guéant. C'est l'alchimie entre le cheval et le cavalier, l'entente, qui se fait parfois depuis longue date.
Et oui, on va prendre aujourd'hui la direction des écuries avec notre monture Rascal. On va parler évidemment équitation, un sport présent aux Jeux Olympiques depuis 1912 et qui fait la fierté de la France puisque les tricolores, c'est 39 médailles depuis le début des JO en équitation. Alors, on prend un peu de distance, on allonge le pas. Attention pour s'arrêter, on se grandit, on ferme ses jambes, arrêtez. Voilà une discipline bien à part. L'équitation ou la fusion entre un homme et sa monture. Une fusion qui nécessite tout de même des heures et des heures de travail avec un objectif, l'excellence. Car aux Jeux Olympiques, pas de course de vitesse ni d'endurance, mais de la grâce, de la technique. Dressage, saut d'obstacles ou concours complet, 3 disciplines dont la France s'est fait spécialiste. Elle a su élever des chevaux, faire naître des chevaux, des bons chevaux. Elle a eu des grands cavaliers qui ont su transmettre leur savoir et laisser des conseils techniques. Et puis avec toute l'évolution de nos jours, ils cherchent à être pointus. Tout le monde cherche à être le plus pointu possible dans tous les domaines. Et ça paye. C'est pour ça que le niveau est très élevé en France. Ouais. Et cette excellence à la française va se rapprocher du divin un jour de septembre 88. À Séoul, le monde découvre Japlou, 1,58 m au garrot, tout petit pour un cheval d'obstacle. Mais la monture de Pierre Durand va se placer comme l'un des plus grands de sa discipline et laisser une trace indélébile dans l'histoire olympique du sport français. Malgré un caractère parfois incontrôlable, Japlou avait trouvé en Pierre Durand le cavalier qu'il lui fallait. Les très bons cavaliers sont capables de monter plusieurs chevaux, qui ont chacun leur caractère, leur tempérament, leur potentiel physique, leurs conditions physiques aussi, mais ça c'est l'affaire d'entraînement. C'est une combinaison. Le cheval est très bon, le cavalier est doué, ils s'entendent bien et ça fait encore un couple qui peut aller aux Jeux Olympiques, c'est sûr. Il est désormais temps de tester l'épreuve de dressage avec un objectif simple, réussir à reculer. Coup de talon, voilà, encore, oui. Et on repart devant, on caresse. Alors en dressage, dans une reprise de dressage, on n'a pas de reculer à faire, on a d'autres figures à faire, mais les cavaliers, pour dresser leurs chevaux, utilisent le reculer. C'est la base en fait. C'est parmi l'un des exercices de base, oui. Bon bah vous le voyez, l'équitation c'est pas une grande réussite. Je vais quand même continuer de m'amuser un petit peu avec mon nouvel ami Rascal et puis j'essaierai de me rattraper. Ce sera demain au tir à 10 mètres. Allez mon bonhomme. Pour notre sujet grande région, direction la Loire, afin de découvrir le woofing. Cette formule très en vogue permet de voyager utile et pas cher, à condition pour les baroudeurs de poser leurs valises à la ferme et de se retrousser un peu les manches. Catherine Doll-Damiron, Anthony Laurent. On va voir un cratère, ça va bientôt être bon. Voyager à prix mini, cela suppose parfois de mettre la main à la pâte. Avec plaisir pour Satomi, vu son goût très prononcé pour nos produits du terroir. Fromage de Borby et fromage de Chèvre, j'aime bien. Depuis quelques jours, cette japonaise de 46 ans partage le quotidien très prenant d'un couple d'agriculteurs. C'est difficile avec l'élevage, la transformation, de se libérer. Pour nous, le woofing, c'est un moyen de voyager. Des personnalités sont toujours uniques et donc il y a toujours un temps où on apprend à se connaître. Et finalement, c'est aussi la rencontre est déjà un voyage. Canada, Venezuela, Biélorussie, Australie, un tour du monde à domicile grâce à l'accueil de touristes qui se voient offrir gîtes et couverts en échange d'un petit coup de main à la ferme. Le woofing n'est pas une main-d'œuvre d'appoint, c'est un échange. Certains viennent vraiment pour découvrir la fabrication du fromage et d'autres c'est plus pour la culture française. Évidemment, tous sont très intéressés par la cuisine. 3 enfants, eux-mêmes woofers, et voilà comment Claude et Serge ont découvert et rejoint en 2012 le réseau de fermes bio dans le monde qui propose ce concept. Satomi en est une adepte. Il faut mettre là plus derrière. D'accord. Je suis allée à Normandie, après à Pyrénées, et après à Suisse. Les pensionnaires de la ferme l'ont un peu rendu chèvre pendant cette interview, sans rancune. Des liens qui se tissent, des découvertes pour son projet de ferme-auberge au Japon, une nouvelle expérience de woofing concluante pour cette japonaise dans la Loire. Cette ferme propose ce type d'accueil.
Avant de refermer ce journal, je vous rappelle deux des principales informations. Les conseils municipaux d'Annecy et de 5 communes avoisinantes ont voté hier la fusion de leur collectivité, donnant naissance à une nouvelle ville de 122 000 habitants. Ce regroupement effectif début 2017 est le plus important jamais réalisé en France. Objectif, mutualiser les moyens et peser de tout son poids dans la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis ce soir, n'oubliez pas la fête de la musique. Il fait beau, il fait chaud, c'est le moment d'en profiter, notamment à Grenoble avec de la musique brésilienne à la Bastille ou encore des artistes musique électro parc Paul Mistral. Des concerts à suivre sur le live Facebook de France 3. De quoi donner envie. C'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Demain à midi, vous retrouverez Daniel Despins. Passez une très belle soirée et à demain.